Bonjour à tous. Je crois que le direct est lancé. Voilà, c'est ça. Du coup, on va aborder notre sujet, le sommeil, la colonne vertébrale de notre vie et de votre existence. Et donc, on va retrouver Étienne Varlan, notre médecin, dans son propos. Et puis, je compléterai ce propos dans un deuxième temps. Je vous laisse avec lui. Passez un bon moment. À tout de suite. À toi, Étienne. Merci beaucoup Samuel. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça sera un bon moment. Donc Étienne Varlan, certains m'ont entendu l'autre fois parce que j'avais fait un petit speech sur l'immunité. Et d'ailleurs, une partie de mon propos va recouper l'immunité et le sommeil. Alors, je voulais juste pour ceux qui ne m'avaient pas entendu, donc je suis effectivement un médecin de formation et il y a quelques années d'ailleurs, je me suis spécialisé pour d'autres raisons dans le sommeil et la vigilance. Donc ça tombait très bien et je me suis dit que c'était un sujet pour lequel il y aura beaucoup de questions, je pense, parce que qui n'a pas eu à un moment ou à un autre un problème de sommeil? Donc la colonne vertébrale de notre existence ou de notre vie, bah, le titre il est choisi comme tel, c'est-à-dire que on passe à peu près 7 heures ou plus de sommeil par jour. Et autrefois, j'avoue franchement que les soignants, les médecins ne s'intéressaient absolument pas au sommeil, ils ne posaient jamais de questions à ce sujet. Je me suis aperçu, en particulier avec certains patients à l'époque, que si je posais la question sur le sommeil, ben, j'avais tout de suite effectivement des réponses, et que ces réponses n'étaient pas forcément dans le sens j'ai bien dormi. Pourquoi on va rentrer dans le sommeil? Je vais vous faire un petit speech, mais assez rapide quand même, d'abord parce qu'il en existe plein, sur le sommeil, ses définitions et surtout les rapports avec les pathologies. Et ce qui va être important, c'est de voir la synergie entre le sommeil, les maladies, mais aussi les maladies et le sommeil. Alors pourquoi Nacéol s'intéresse effectivement au sommeil? Bah déjà, avant de faire passer les slides, pour dire que le sommeil étant une forme de récupération d'énergie, il est effectivement une des parties prenantes de ce qu'on appelle les piliers, les fameux piliers que Nacéol fait la promotion. Merci Mathilde, je vais reprendre après la définition. Et le sommeil fait partie des piliers qui permettent d'acquérir, si vous voulez, une réserve, un réservoir de santé et de bien-être. Donc tu peux passer effectivement à la diapositive d'après, merci. Donc simplement pour expliquer que si on prend un peu des définitions un peu académiques, ben, le sommeil, c'est un moment où la vigilance est suspendue, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans une période qui est effectivement un relâchement de la vigilance. Donc en fait, toutes les simulations qu'on peut avoir ne vont pas forcément vous réveiller. Alors il y a l'exemple connu de la maman qui entendra quand même le bruit ou les pleurs de son enfant, alors que peut-être que d'autres membres de la famille n'entendront rien, ce qui montre que les stimulations ne sont pas toutes amoindries. Néanmoins, le sommeil, hein, ça a toujours été très mystérieux. Sommeil, hypnos en grec, c'est le frère de Thanatos, la mort, c'est vous dire. Et puis, je voulais simplement dire que dans le sommeil, eh bien, il y a les rêves. Et les rêves, ça a été encore plus mystérieux parce que on est en train, de plus en plus, et le docteur Arnulf en particulier a travaillé beaucoup dessus, on est en train de travailler sur l'interprétation scientifique des rêves et on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui se passent, en particulier dans une des phases du sommeil qu'on va reprendre après. Grande découverte qui a été faite, c'est l'électroencéphalogramme qui a permis, si vous voulez, de voir que le sommeil, ben, il y a des ondes. Il y a des ondes qui sont en rapport avec la veille et il y a des ondes qui sont en rapport avec le sommeil. C'est exactement le EEG comme pour une épilepsie. On branche effectivement des électrodes et ces électrodes, elles vont mesurer. Elles vont mesurer quoi? Ben, elles vont mesurer les phases du sommeil. Et on s'est aperçu que le sommeil, effectivement, était composé de plusieurs phases. Alors, je ne vais pas vous faire un truc trop compliqué. Je vais simplement vous dire que toutes les 90 minutes, on passe par toutes ces phases de sommeil, ces 4 phases de sommeil. Et ces phases de sommeil, en fait, elles correspondent, avec une phase particulière qui s'appelle le sommeil paradoxal, elles correspondent effectivement à différents types d'ondes. Donc on a le sommeil lent, pardon, excusez-moi, je vous en prie, le sommeil lent léger, SLL, le sommeil lent profond,
Donc le sommeil lent léger, il y a 2 phases, le sommeil profond, il y en a 2 également, et le sommeil paradoxal. Et en fait, ces ondes, elles correspondent à une activité électrique du cerveau. Donc déjà, on s'est aperçu qu'il y avait une activité électrique, que le sommeil, c'était pas le coma, c'était pas la mort, il y avait quelque chose. Et on s'est aperçu par-dessus le marché que plus ces ondes, vous voyez un petit peu le dessin, plus ces ondes étaient lentes au fur et à mesure, plus le rythme respiratoire et cardiaque de la personne, effectivement, était de plus en plus régulier, eh bien, on rentrait dans le sommeil profond. On s'est très vite aperçu que le manque de certains cycles de sommeil pouvait perturber. Vous savez très bien que si on empêche quelqu'un de dormir, il va tenir combien de temps? 1 jour, 2 jours, 7 jours? On a effectivement une exceptionnelle maladie qui fait que les gens ne peuvent pas dormir, mais en général, ils ne survivent pas longtemps. Donc les cycles du sommeil, on s'est aperçu que ça correspondait à des phases de profondeur. Et puis, il y a ce fameux sommeil paradoxal dont on va parler tout à l'heure, qui est un sommeil un peu étrange, qui a été découvert dans les années 50 par Louis Jouvet à Lyon d'ailleurs, et qui est un sommeil, qui est ce fameux sommeil où il y aura de plus en plus de choses étonnantes, comme probablement l'apparition de rêves tout à fait structurés. Le sommeil, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est un moment où il y a interruption de la vigilance, c'est-à-dire que tout d'un coup, on tombe effectivement dans le sommeil. Mais c'est un phénomène cérébral actif, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire intervenir, donc on ne va pas rentrer là-dedans, mais des structures cérébrales. Bon, j'en avais mis une là, effectivement, au milieu de la balance, qui s'appelle le VLPO, mais c'est une parmi, effectivement, une quarantaine. Et surtout, ce qu'on appelle des neuromédiateurs. Et ces neuromédiateurs, c'est intéressant parce que vous vous apercevez très vite qu'ils interviennent dans votre vie courante. Vous voyez cette balance? Donc à droite, vous avez une balance avec noradrénaline, acétylcholine, histamine. Vous connaissez par exemple les antihistaminiques qui, eux, vont faire pencher la balance du côté du sommeil, par exemple, bien qu'ils ne soient pas faits pour ça. Et puis, il y a des hormones ou des neuromédiateurs, comme l'orexine, qui sont en rapport avec la nutrition, l'alimentation, la prise alimentaire. Et puis, vous avez également la sérotonine. Tu peux passer la diapositive d'avant, s'il te plaît, merci. Vous avez la sérotonine qui intervient effectivement dans les troubles de l'humeur. Vous savez que la sérotonine intervient en particulier dans les déficits, dans la dépression. Donc, il y a plein d'interactions entre le sommeil et la santé mentale, je dirais, les humeurs qu'on peut avoir. Donc, c'est bien un phénomène actif et il y a coupure de l'éveil pour passer effectivement au sommeil. Je vais revenir un petit peu sur le sommeil paradoxal parce que c'est un sommeil qui est très intéressant dans la mesure où il va prouver qu'il va y avoir restructuration du cerveau pendant la nuit. Donc que le sommeil est indispensable. Et il l'est d'ailleurs puisque chez le petit bébé, il y a, vous voyez ce que j'ai marqué en haut, j'ai mis rôle de la maturation cérébrale et de la synapsogénèse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un enfant doit dormir et qu'un petit bébé, il est absolument nécessaire pour qu'il ait des acquisitions cérébrales, qu'il puisse dormir de façon effectivement optimale. Donc la maturation cérébrale est fondamentale et donc obligatoirement tout ce qui est acquisition psychomotrice de l'enfant. On s'est aperçu après le rôle des apprentissages, le rôle de l'apprentissage, c'est-à-dire que si vous dormez correctement, et on s'en aperçoit aussi pour les siestes courtes, que si vous dormez correctement, vous faites la sieste, ben, en fait, tout ce que vous avez essayé d'apprendre auparavant va s'ancrer beaucoup plus facilement dans votre cerveau. Donc, à l'inverse, si vous dormez mal, ben, vous allez avoir des problèmes de mémoire et des problèmes d'apprentissage. L'activation des neurones miroirs, je passe, c'est plutôt en rapport avec les imitations. Par contre, Louis Jouvet a une théorie intéressante sur la programmation de l'ordinateur, c'est-à-dire qu'en fait, je dis la programmation de l'ordinateur, c'est que le cerveau, probablement pendant la nuit, va effectivement, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se régénérer. Il va y avoir libération de toutes les substances toxiques qui sont accumulées pendant la journée dans le cerveau, et probablement, c'est aussi nécessaire pour la santé. Donc, vous voyez, on va dire qu'une nuit de l'ordre de 7 heures, 7h30 pour un adulte est vraiment une nécessité. Et chez l'enfant, bien entendu, ou l'adolescent, cette durée de nocturne est beaucoup plus importante. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a l'importance de la dette de sommeil, si on dort mal, et Samuel en reparlera
en particulier. Et puis, il y a une deuxième chose dont je vais parler, c'est la chronobiologie. Alors, beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que la chronobiologie, hein. Chronos, le temps. C'est-à-dire qu'en fait, tout est rythmicité. Et en particulier, le sommeil, il y a un rythme qui est tout simplement celui de quoi? Celui de la veille nuit et jour. Et en fait, notre sommeil est rythmé par l'apparition du jour et la disparition du jour. Ce qui est important, c'est qu'on va s'en servir, en général, la lumière, on va s'en servir justement pour resynchroniser certaines personnes qui n'arrivent pas, et qui n'arrivent pas effectivement à se lever tôt. D'où l'importance, et je reviendrai tout le temps dessus, de l'importance d'une rythmicité, de l'importance d'une stratégie qui permette de se lever toujours aux mêmes heures, quasiment y compris pendant les week-ends. Donc c'est important quand on réfléchit au confinement, ce que vous avez vécu tous, qu'on a tous vécu avec le confinement, c'est que beaucoup d'entre nous ont eu des troubles du sommeil. Donc l'alternance jour-nuit, elle est importante. Et il y a une hormone en particulier qui va être très intéressante et dont on est en train de découvrir tous les jours des propriétés, c'est la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est l'hormone de la nuit. Petite hormone qu'on sécrète par une glande qui s'appelle l'épiphyse et qui va être une des hormones qui va participer au rythme de la nuit. Donc en fait, il y a également une interaction entre les hormones, toutes les hormones, j'allais dire, et la nuit, parce qu'elles ont des rythmes, elles ont effectivement des rythmes durant la nuit qui sont différentes de celles du jour. Et si on perturbe la nuit, on va les perturber aussi. Et donc, on va aussi bien perturber le rythme du cortisol que de l'hormone de croissance qui est sécrétée pendant la nuit. C'est pour ça que les enfants grandissent en dormant bien, hein. Et il va y avoir effectivement toute cette régulation. Et cette régulation, elle peut être perturbée. C'est pour ça que j'ai mis une flèche pathologie, trouble du sommeil. Elle peut être perturbée parce qu'on aura des troubles de la chronobiologie. Et les troubles de la chronobiologie, je reviens sur le confinement, justement, c'est effectivement un gros problème, c'est que beaucoup de gens ont absolument pu garder le rythme qu'ils avaient auparavant. Donc en fait, ils se sont levés tard, ils se sont couchés un peu n'importe quand, ils ont brisé en fait l'agenda de leur journée et de leur nuit. Donc si vous voulez, le sommeil, en résumé, il est lié à une synchronisation, une horloge qui fait intervenir, une horloge qui est effectivement programmé par votre cerveau et qui va être fonction effectivement de ce qu'on appelle des synchronisateurs. Et ces synchronisateurs, effectivement, ils vont permettre quoi? Ils vont permettre de dormir régulièrement. Et on s'est aperçu il n'y a pas longtemps qu'il y avait une interaction entre la chronobiologie, les rythmes du sommeil, et également des pathologies ou des perturbations. Alors, il y en a une, effectivement, j'ai parlé beaucoup d'immunité la dernière fois, on s'aperçoit de plus en plus que si on a des désordres du rythme circadien, donc du rythme jour-nuit, on va avoir des perturbations de l'immunité, on va avoir des perturbations, par exemple, de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, mais également des choses étranges au niveau de la multiplication cellulaire et du métabolisme. Donc en fait, ce fameux cycle, il va falloir le préserver en majorité. Sinon, effectivement, il va y avoir un véritable cercle vicieux, les gens vont de moins en moins dormir. En résumé, puis après, bien sûr, je passerai la parole à Samuel, parce que lui, il va vous faire un exercice pratique qui va être intéressant. En résumé, la nuit, en fait, il y a le rythme du sommeil. On va passer au trouble du sommeil, pas tout de suite. Le sommeil, c'est les rythmes circadiens et la pression de sommeil, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, si vous ne dormez pas pendant des heures et des heures, irrésistiblement, vous allez être poussé à dormir. Par contre, si effectivement il y a une altération des rythmes, qu'est-ce qui peut se passer? Ou un manque de sommeil qui peut être une insomnie, effectivement, vous allez effectivement entraîner des perturbations et des désordres qui peuvent être des maladies. Alors les troubles du sommeil, on n'aura pas trop le temps d'en parler, mais pourtant c'est fondamental. Tout le monde en a eu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si on voit cette petite diapo, elle vous dit quoi? Vous avez un manque de sommeil, en fait, vous allez vous apercevoir que c'est prodigieusement agaçant, vous vous endormez pas, au bout de 30 minutes, vous ne dormez toujours pas, donc vous allez ruminer, vous allez avoir des angoisses, et ces angoisses, ces perturbations de l'humeur, elles vont faire que vous allez vous réveiller quelquefois de plus en plus, et puis vous allez ressentir votre corps, vous allez ressentir vos douleurs, progressivement, en fait, votre sommeil va être ressenti comme de mauvaise qualité.
Alors, ce qui est important, c'est le ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, les troubles du sommeil, c'est une perception. Même quelqu'un pour lequel on pourrait démontrer qu'il n'a pas bougé pendant la nuit, bah, il peut avoir effectivement une mauvaise qualité de son sommeil. Donc, manque de sommeil et mauvaise qualité du sommeil sont deux choses qui vont effectivement perturber et faire un véritable cercle vicieux. Avant de passer à celle d'après, il y a un mot que j'ai marqué au-dessus, je ne sais pas si vous le voyez bien, parasomnie. Les parasomnies, en fait, c'est tout ce qui se passe pendant le sommeil. Et il se passe beaucoup de choses. Vous pouvez être agité, vous pouvez grincer des dents, vous pouvez même être somnambule, faire des cauchemars. Tout ça sont des événements qui vont se passer et qui risquent effectivement d'être formidablement désagréables. Et puis, vous avez d'autres choses beaucoup plus embêtantes. Et en particulier, vous voyez, il y a un mot, il y a écrit micro-réveil. Il y a des micro-réveils. On se réveille la nuit, mais en fait, on ne s'en rend pas compte. Attends, juste, Mathilde, ouais, reste là-dessus. Donc, micro-réveil, à ce moment-là, vous vous êtes réveillé un tout petit peu, mais vous rendormez sans vous en rendre compte. Et puis, il y a des gens pour lesquels le réveil, ce n'est pas un micro-réveil. C'est de l'ordre de plus de 10 secondes, et c'est répété plusieurs fois par heure, même une quinzaine, une trentaine de fois. Et c'est ce qu'on appelle, pour certains, qui l'ont peut-être, c'est ce qu'on appelle l'apnée du sommeil, pour lequel, effectivement, c'est un grand problème de santé publique. Et on en découvre de plus en plus. Donc, apnée du sommeil, parasomnie, syndrome des jambes agitées, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et à ce moment-là, la personne, elle se réveille le matin. Elle est crevée. Et si elle est crevée, pour en finir, le lendemain matin, elle va avoir des troubles de la vigilance. Et ces troubles de vigilance vont perturber complètement sa vie sociale, et donc effectivement, elle aura du mal à travailler. Et je pense à certaines professions, en particulier des professions physiques, des professions effectivement de transport, où on est obligé effectivement de mesurer la vigilance des gens pendant la journée et de voir s'il n'y a pas effectivement un trouble du sommeil. Les troubles du sommeil, donc effectivement, sont très importants dans la mesure où ils sont souvent ignorés, et c'est par la consultation, l'interrogatoire, en particulier de votre médecin généraliste, qu'on va pouvoir s'en rendre compte. Ce qui est important aussi de dire, c'est que votre sommeil est en interaction avec toutes vos autres activités nutritionnelles, comment dirais-je, physique, l'activité physique qu'il ne faut pas faire trop tard, mais qu'il faut faire quand même, une nutrition correcte, un mental effectivement équilibré, et c'est ce que Nacéol promeut, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'interaction, je dirais bien l'intrication de tous ces éléments qui va faire un bon sommeil. Alors ça, c'est un petit peu plus en détail, et je pense que Samuel en reparlera, c'est dire qu'il y a un cercle vicieux de l'insomnie chronique. Alors c'est quoi l'insomnie chronique? On peut considérer que si au bout d'un mois, on n'arrive pas à dormir correctement, on passe de l'insomnie aiguë à l'insomnie chronique, qui, elle, peut être effectivement pathologique. L'insomnie aiguë, tout le monde l'a vécu, bien sûr, et en général, on récupère la nuit d'après la dette de sommeil. L'insomnie chronique, en fait, c'est le cercle vicieux des gens qui... croyants se considèrent qu'ils ne vont jamais arriver à dormir, qui sont excités dans leur activation, dont les conséquences seront les conséquences diurnes, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être actifs le lendemain matin. Et puis souvent, il y a des mauvaises habitudes, et ça, Samuel vous en parlera, c'est toutes les règles d'hygiène qui sont fondamentales. Alors, je sais que vous les connaissez, que la plupart d'entre vous les ont vues, mais surtout dans cette période de déconfinement, il va falloir vraiment s'en occuper. Et surtout, j'insiste énormément, un agenda de sommeil, c'est-à-dire la façon dont vous allez vous réveiller et travailler, ça dépendra beaucoup de vos horaires que vous vous serez imposés. Voilà. Voilà, donc ça sera développé par Samuel. Néanmoins, j'insiste pour dire que les traitements proposés dans les troubles du sommeil, il vaut mieux, dans la mesure du possible, éviter, et ça c'est une grande question, éviter les somnifères, les hypnotiques. Pourquoi? Parce que souvent, ça va vous détruire la partie du sommeil profond, qui est la partie la plus importante pour vous, pour dormir, pour récupérer. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a des méthodes qui vous permettront un sevrage, parce que ce sevrage, s'il n'est pas fait, vous allez avoir d'une certaine façon une addiction. Donc comment, Sandrine en fait pose la question qui correspond à cette diapositive, comment fait-on pour retrouver un sommeil naturel après une prise de comprimés pour dormir? C'est vraiment, il faut que vous soyez aidé.
Il faut que vous soyez aidé, soit par un spécialiste du sommeil, soit par un médecin généraliste, soit par un conseil qui vous permette, si vous voulez, de reprendre une activité sans se comprimer. Et ça va être difficile au début parce qu'il va falloir progressivement vous apprendre à avoir une autre hygiène, un autre cadre de vie. Et c'est tout à fait possible de le faire avec les méthodes que je mets là-dessus. Des méthodes d'hygiène de sommeil, donc de conseils que vous pouvez trouver d'ailleurs partout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les méthodes de relaxation, comme les méthodes de Schutz, les méthodes de relaxation physique. Les thérapies comportementales, c'est vraiment pour les insomnies profondes. Et puis l'hypnothérapie, que j'ai souvent utilisée personnellement, en particulier une forme qui s'appelle l'hypnopraxie et qui permet effectivement d'aider souvent les gens dans des problèmes et d'endormissement et quelquefois de réveil au milieu de la nuit. Car en fait, vous pouvez avoir des insomnies d'endormissement, vous pouvez avoir des réveils pendant la nuit, puis le matin aussi, vous pouvez vous réveiller trop tôt. Quelquefois, ça peut être lié aussi, en particulier, à des problèmes d'angoisse ou de troubles de l'humeur. Donc, bonne question, et quelle est la question numéro 1 dans l'insomnie, c'est-à-dire essayer, dans la mesure du possible, d'éviter d'utiliser des médicaments qui risquent de vous donner un faux sommeil. Avec un bémol pour la mélatonine qui, en fait, peut être intéressante en particulier pour raccourcir les durées trop longues d'endormissement. Voilà à peu près ce que je voulais vous raconter. Donc, je vous donne rendez-vous pour les questions. Je pourrais effectivement continuer en vous disant tout simplement qu'il existe des maladies qui entraînent effectivement des troubles du sommeil, toutes vos maladies chroniques, les maladies rénales, intestinales, etc., les douleurs, mais également les maladies qui sont liées purement au sommeil. Et il y a par exemple tout ce qui est travail posté qui peut, si vous n'êtes pas si vous n'avez pas un chronotype qui est valable, vous risquez effectivement, restons sur les oiseaux, vous risquez effectivement de ne pas pouvoir supporter un travail posté. Donc il est souvent intéressant, les médecins du travail le savent très bien, et les gens des ressources humaines aussi, savoir quels sont les gens qui peuvent être plus ou moins habilités à travailler de façon postée. Et puis il y a effectivement d'autres troubles qui permettent effectivement qui peuvent perturber le sommeil, en particulier, vous le savez très bien, dans les voyages intercontinentaux, il y en aura peut-être moins, on peut avoir des jet lag, des problèmes comme ça qui peuvent se régler. Alors, mais je vais laisser la place à Samuel, qui lui va être beaucoup plus paisible avec vous. Et je pense que ce qui va être sympa, c'est que vous allez pouvoir vous installer tranquillement. Mais je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Samuel. Oui, pendant que vous préparez à vous installer et à l'exercice qu'on va réaliser ensemble dans quelques minutes, pour asseoir notre idée avec Étienne, j'aimerais rajouter quelques points avant qu'on échange également. Alors peut-être premier point qui me paraît important dans tout ce qu'a dit Étienne, qui est fondamental, mais il y a quand même cette idée de ne pas culpabiliser. Voilà, on est tous confrontés aux mêmes problématiques. C'est bien notre environnement qui favorise nos difficultés de sommeil et on n'est pas les seuls à vivre cela. Donc il faut plutôt se soutenir et essayer de trouver en commun des choses et d'autres qui nous permettront de faire face à cette difficulté du manque du sommeil. D'ailleurs, à ce propos, le manque de sommeil dans la population est considéré par les spécialistes comme une véritable épidémie qui frappe de nombreux pays. On va parler de la dette de sommeil. Et elle impacte le fonctionnement de la journée, c'est-à-dire le fonctionnement diurne, en réduisant la vigilance, tu l'as dit Étienne, les capacités d'attention, de concentration, l'apprentissage et la performance. Et c'est vrai qu'à plus long terme, tu l'as dit, mais je le redis, un manque de sommeil augmente la consommation d'excitants. C'est paradoxal d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant de comprendre, que plus on manque de sommeil et plus on va prendre des excitants. Et c'est donc le cercle vicieux qui va s'installer. Je dors moins, je suis fatigué, je prends des excitants pour tenir, etc. Et donc, on va aller sur des risques de surpoids. Donc, spéciale dédicace à Valentin la semaine dernière qui nous avait fait un propos sur l'alimentation et des risques de maladie, donc assez forts comme risque. Comme la vulnérabilité au stress, là je me fais une dédicace à moi-même puisque je vous en ai parlé, aux troubles anxio-dépressifs et aux addictions. Alors peut-être qu'Étienne, je vais couper ton micro, peut-être, voilà, merci. Et donc c'est un vrai problème de société qu'il ne faut pas prendre à la légère. Peut-être il est intéressant d'identifier ce dont on a besoin. On est tous différents. Et aussi s'intéresser à ce que notre entourage a besoin.
selon la classe d'âge, parce qu'encore une fois, le sommeil, même si on vit seul, c'est quelque chose de sociétal, c'est comment on s'installe, et on voit bien que les médias, parfois, quand ils repoussent très tardivement l'heure du film, finalement, ils ne nous aident pas. Donc peut-être que le streaming est intéressant à ce niveau-là pour voir des films plus tôt, manger plus tôt. On le voit dans le graphique suivant. Globalement, il est conseillé à peu près plus de 7 heures de sommeil par jour pour un adulte et de 10 heures en moyenne pour un enfant. Bon, c'est pas grave, Mathilde, c'est parfait. On reviendra dessus s'il faut. Et du coup, évaluer son sommeil, c'est important, car souvent on se trompe aussi. Étienne, je complète ton propos parce que parfois on a la sensation d'avoir mal dormi. Mais en fait, c'est qu'on a mal évalué le temps de sommeil. Hein. On oublie aussi nos capacités à nous adapter à ces difficultés d'endormissement ou de manque de sommeil, et que même si on n'a quasi pas dormi, parfois on arrive à récupérer malgré tout. Voilà, on a un potentiel qui est quand même assez puissant. Donc finalement, sur ce quoi j'ai envie d'insister, c'est que les questions d'habitude et conditionnement, c'est ce qu'il y a de plus important à considérer. Le danger, c'est que nos habitudes peuvent s'ancrer sur du long terme. Voilà. C'est ce que nous faisons au niveau des audits de santé au travail avec Naceol, au niveau du start-up, entre autres, chez Naceol. On permet d'évaluer la dette de sommeil éventuelle et les préconisations adaptées et personnalisées pour chaque salarié, pour chaque entreprise que l'on accompagne. Du coup, on le fait à travers des questions assez simples, comme celles que vous voyez, mais c'est assez intéressant entre l'impression et la réalité. Alors, comment arrêter ce conditionnement? Comment casser ses habitudes? Eh bien, peut-être en étant plus présent à nous-mêmes, plus conscient, agir en faisant des choix, en renonçant, comme je vous ai dit, à certaines choses, peut-être de manger plus tôt, etc., peut-être de voir un film plus tôt, de lire plus tôt dans son lit, etc. En acceptant donc, et non plus en subissant. L'idée, c'est de changer nos habitudes. Ce que je vous ai invité la dernière fois aussi, c'est finalement se surprendre soi-même dans nos capacités à faire différemment. Voilà. Certains vont dire non, 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 je les entends peut-être déjà dans leurs questions. Non, moi j'ai besoin de faire souvent la même chose, je me vois pas changer. Non, c'est ce qui est rigolo en fait dans la vie, c'est d'essayer de nouvelles choses, de casser par exemple cette machine des ruminations mentales. Le terme de rumination est très intéressant et symbolique. La vache rumine machinalement, automatiquement et tout le temps en pilote automatique. On rumine, nous aussi, tous nos pensées, comme des vaches qui ruminent l'herbe, et parfois on peut aller très loin dans nos pensées et s'y perdre. Donc le sommeil est un très bon régulateur des pensées. C'est son rôle, notamment au travers des rêves dont Étienne a parlé. Alors, du coup, quelques petits indices sur lesquels on reviendra tout à l'heure, et puis on passe à un exercice très pragmatique, mais finalement, ce qu'on va échanger sur les questions, c'est peut-être comment mieux réguler son sommeil. On le voit dans les questions qui arrivent, peut-être en adoptant des horaires de sommeil réguliers, ça c'est fondamental, se réveiller à son rythme, mais du coup, il faut peut-être connaître son rythme, pratiquer un exercice physique dans la journée, au minimum la fameuse marche, prendre le temps de respirer, ce que je vais vous inviter à faire dans un instant, faire un dîner léger, ça Valentin nous l'a rappelé la dernière fois, faire une courte sieste en début d'après-midi, Étienne nous l'a redit, éviter les excitants après 15 heures, je vous l'ai déjà dit, éviter le tabac et l'alcool le soir. On peut se permettre des aléas, bien évidemment, le week-end, mais encore une fois, c'est intéressant que ce soit régulier, ces habitudes, et de ne pas le faire en semaine. Donc, se coucher dès les premiers signaux de sommeil. Donc là, peut-être qu'avec Étienne, on va vraiment s'entendre, parce qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose de fondamental dans l'identification, dans l'idée de bien se connaître et dans l'idée d'être volontaire et d'y aller à ce moment-là. Et souvent, on le voit que c'est vers 8h, 9h que ça se passe, au moment où on va commencer à baisser de rythme fortement, et que du coup, se coucher 8h, 9h, ça peut paraître tôt, mais finalement, c'est plus intéressant, quand bien même, on va se lever du coup peut-être plus tôt, mais beaucoup plus en forme. Et prendre le temps de s'endormir, c'est-à-dire que ce ne soit pas une situation de stress. Il faut que je m'endorme, il est 11h, il est minuit, il faut que je m'endorme, demain j'ai un gros truc. Voilà, cette précipitation n'est pas forcément des plus intéressantes. Éviter les somnifères, Étienne l'a dit, mais on reverra ensemble peut-être. Je mettrai un bémol sur ce point-là, on le verra peut-être dans les échanges tout à l'heure. Se ménager un endroit favorable au sommeil. Oui, là, paradoxalement, on a pu accompagner des personnes et on a vu que c'était
tout n'était pas forcément bien pensé dans l'aménagement, peut-être spécial dédicace aussi chez Chorus, hein, pour les siestes en pleine journée. C'est intéressant de prévoir des espaces adaptés à ce niveau-là. Et puis favoriser donc des activités calmes et relaxantes en fin de journée. Voilà, c'est le moment de se calmer finalement, de clore sa journée, de passer à autre chose. C'est pour ça que je vous propose un exercice mental qui se nomme l'appel d'état au calme. Voilà. Donc ces exercices d'appel d'état, ils sont issus de plein de recherches, encore une fois, fondamentales, dont une approche qui s'appelle FOVEA Vitos, dont je vous ai parlé la dernière fois. Je ne vais pas revenir dessus. Et du coup, quand vous êtes OK, je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Et peut-être, une fois que vous avez les yeux fermés, ou si ce n'est pas possible pour vous, de garder les yeux ouverts, mais de regarder à 1 mètre devant vous, au sol. Comment est-ce que vous vous sentez là, juste maintenant? Accueillez votre état. Nommez-le pour vous-même. Puis revenez maintenant à la sensation de votre posture telle qu'elle se présente, qu'elle soit négative ou positive. Et si vous en sentez le besoin, modifiez ce qui peut l'être pour vous sentir confortablement installé. Percevez maintenant les points d'appui de votre corps au sol, dans votre assise, au niveau du dos. Prenez conscience du mouvement de votre ventre, du mouvement abdominal qui se fait en vous. Et aussi de l'air qui rentre et qui sort au niveau de vos narines. Laissez faire en étant présent, conscient que cela se fait tout seul. Puis accueillez de nouveau votre état, tel qu'il se présente maintenant. Et nommez-le pour vous-même. Vous venez d'énoncer votre état, et peut-être avez-vous déjà perçu une modification depuis son énonciation. Vous la notez également. Je vais vous proposer d'aller à la rencontre peut-être d'un autre état. Et pour cela, je vous invite, toujours yeux fermés si possible, à retrouver le souvenir d'un bon moment où vous avez ressenti un état de calme profond. Parfois, rien ne vient dans l'immédiat. Accueillez votre temporalité tranquillement. Et laissez venir à vous un moment vécu de simple tranquillité, de détente, de sérénité. Un moment vécu simplement, physiquement ou mentalement. Qu'importe que ce soit il y a fort longtemps ou récemment. Et pour cet exercice, prenez un temps suffisant pour choisir ce souvenir. Faites-vous confiance en toute simplicité pour sentir ce qui vous vient. Ne recherchez pas nécessairement le moment le plus calme, mais un simple moment de calme. Ça y est, vous l'avez. Tous. Presque tous. Et vous pouvez maintenant observer la scène de ce souvenir, comme une photo, comme une carte postale, et plonger dans ce lieu. Que voyez-vous devant vous? À votre gauche, à votre droite,
au sol, en l'air. Votre environnement est-il sombre ou clair, lumineux? Y a-t-il des mouvements autour de vous? Êtes-vous seul dans ce souvenir ou entouré? Est-ce que des sons sont présents? Des sons proches? Des sons éloignés? Des sons réguliers, rythmés ou du silence? Peut-être même arrivez-vous à identifier des odeurs particulières dans ce souvenir, des odeurs douces, exotiques, fraîches, boisées. Et peut-être qu'une saveur singulière vient dans votre bouche à l'instant, sucrée, salée. Peut-être que vous pouvez aussi vous souvenir de la température de l'air sur votre corps. Aviez-vous une sensation à ce moment de fraîcheur ou de chaleur? Et peut-être sur certaines parties de votre corps, vous sentez un souffle sur vous, dans ce souvenir. Et laissez revenir la sensation de calme qui vous habitait alors. Et la manière dont elle s'est exprimée dans votre corps. Et maintenant, identifiez la sensation de calme qui vous habite à l'instant. Et vous pouvez choisir de rester au contact de ce calme intérieur et de savourer sa présence. Un mot maintenant vous apparaît peut-être pour signifier l'état dans lequel vous vous sentez à présent. Et lorsque ce sera le moment, chacun à son propre rythme pourra écrire sur une feuille cet état, ce mot, et puis chacun pourra aussi identifier en écrivant tranquillement. Maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux, écrivez ce mot pour mieux vous rappeler de cet exercice et de le refaire une prochaine fois. Et pendant que vous écrivez le mot qui vous est venu pendant l'exercice, vous pouvez écrire aussi, si cet appel d'état que l'on a fait ensemble, cet exercice, a modifié votre état initial. Clairement, en moi, il a modifié. J'étais un petit peu excité par l'exercice de vous présenter le début de mon propos à la suite de celui d'Étienne. Et puis, plus j'ai fait l'exercice, plus je vois une différence dans mon propos, bien évidemment. Pendant que vous écrivez les quelques questions qui peuvent aussi vous venir dans le propos, on va commencer à y répondre, même si Étienne a commencé à faire des choses. Je vous propose aussi un autre exercice, pas en direct, mais à faire chez vous pour une prochaine fois, si jamais vous avez ces difficultés d'endormissement qui viennent. Ça s'appelle le journal de gratitude. En fait, c'est le fameux SAS dont parlait Étienne et qu'on vous conseillait aussi dans un des items de la dernière diapo que je vous ai présentée, et que du coup, il faut trouver des petites astuces pour justement peut-être décompresser de la journée. Eh bien, le journal de gratitude nous paraît être, en psychologie positive, un bon outil. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies, petites ou grandes, pour lesquelles nous pouvons éprouver de la reconnaissance. Et du coup, repensez à la journée qui vient de s'écouler, et vous pouvez écrire à ce moment-là 5 choses de votre vie pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude ou de la reconnaissance. En fin de journée, essayez de trouver 5 choses qui se sont passées dans la journée où vous vous dites, tiens, je peux éprouver de la gratitude, de la reconnaissance par rapport à ce que j'ai fait. Ça peut être un rayon de soleil, ça peut être tout simplement d'avoir croisé quelqu'un que vous avez apprécié, ça peut être un moment de remerciement vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de soi-même, ça peut être quelque chose que vous avez dégusté. Bref, ça peut être des petites choses comme des grandes choses, peut-être une réussite d'un projet professionnel.
Mais encore une fois, en psychologie positive, on fait attention à toutes ces petites choses. Voilà. Juste pendant qu'on va continuer les questions, enfin on va commencer à y répondre, même si Étienne encore une fois l'a fait. Non, non, on va le faire ensemble. Ouais. On va le faire ensemble. Mais la semaine prochaine, vous serez avec notre sportif de haut niveau, champion de France de gym, mais surtout ostéopathe, Alexandre Jazek, qui va aussi nous amener des réponses par rapport à cette problématique du sommeil. Et c'est aussi en lien avec ce que Valentin vous a dit la semaine dernière, puisqu'une bonne hydratation tout au long de la journée, ainsi qu'un temps de repos allongé la nuit d'au moins 8 heures, permettent d'optimiser la régénération des disques intervertébraux, dont l'utilité est d'amortir les contraintes mécaniques de la colonne. Et ces derniers sont hydrophiles et sensibles aux pressions mécaniques accumulées dans la journée lors de la station debout. Donc on voit bien l'intérêt de dormir au moins 8 heures, allongé confortablement, pour, par exemple, résoudre une problématique du dos. Donc là, c'est vraiment, on t'a lancé le relais, Alexandre, pour la semaine prochaine. Voilà, donc merci pour votre attention et à bientôt chez Nacéol, Merci à peut-être. tous. Voilà, donc les questions. Un petit peu ce qu'on était en train de dire, Samuel et moi. C'est-à-dire que heureusement, on est en train de réfléchir de plus en plus sur des méthodes, j'allais dire alternatives, et on en a parlé, et beaucoup sont intéressantes. Je veux dire qu'il s'agisse de la pure relaxation. Bon, Samuel vous a présenté un exercice qui était déjà à la frontière entre la sophrologie et même déjà un petit peu l'hypnose. Mais il y a effectivement d'autres techniques qui sont très intéressantes aussi. Ça peut être effectivement la méditation en pleine conscience. Vous pouvez passer même, au même titre que vous avez le journal de gratitude, et bien par exemple, vous pouvez très bien, 4 minutes, 5 minutes, vous isoler à un moment donné, et puis vous concentrer par exemple sur une image ou sur un point particulier, essayez de réguler votre respiration. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour certains qui étaient là, vous avez avec Samuel fait un petit exercice de cohérence cardiaque qui était extrêmement bien fait aussi pour apaiser effectivement votre organisme, pour vous mettre effectivement dans l'état le plus favorable pour l'endormissement. Parce qu'en fait, tout le problème souvent est là, c'est qu'on parlait des ruminations, Sandrine, ou des problèmes, effectivement, pas Sandrine, quelqu'un d'autre qui a dû m'en parler. Clore sa journée, c'est très important. Et pour clore sa journée, il faut souvent changer de cadre. Et effectivement, autrefois, on pouvait compter les moutons. Pas terrible, il y a peut-être mieux. Et on peut aussi s'évader autrement. Voilà, donc... Et c'est pour ça que dans le contexte du confinement et du déconfinement, on va devoir réapprendre tout cela. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser. L'environnement était très défavorable pendant cette période. On a un peu déstructuré nos modes de vie. On a un peu trop insisté peut-être sur les écrans aussi. Et du coup, ça c'est problématique. Du coup, peut-être sur l'idée de la première question sur les somnifères, parce que je voulais y revenir. Bah, pareil, je pense que c'est pas l'idéal de prendre effectivement des médicaments, mais peut-être que parfois, dans des moments d'urgence, il s'avère que si vous faites ce pas, ça peut être, c'est pas forcément néfaste parce que peut-être que justement ça peut restructurer. Par contre, si ça s'installe dans la durée, bien évidemment, le médicament n'est pas l'idéal puisqu'il pourrait y avoir une dépendance psychique et puis physique, bien évidemment. Donc voilà. En tout cas, l'idée de culpabiliser. Enfin, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui culpabilisent à ce niveau-là de prendre des somnifères, etc. Donc voilà, c'est une histoire de votre vie. Vous avez à un moment, voilà, cédé à cela et ça vous a aidé pour certains, pour d'autres, vous êtes rentré dans une espèce de dépendance. Ben, on va le travailler tranquillement. Encore une fois, c'est très très courant. Et effectivement, il y a des phases où les rêves sont plus ou moins prégnants, et si on vous réveille le matin en particulier, souvent on est en sommeil paradoxal, et on s'en rappelle. Bon, je me suis intéressé effectivement aux rêves à une certaine période, j'ai même poussé certains à faire un espèce de petit agenda de ces rêves, mais donc on est loin maintenant de l'interprétation freudienne classique, bien qu'elle était intéressante à l'époque, et on est en train de réfléchir en disant que finalement, souvent, je vous donne juste une piste,
pendant cette phase effectivement paradoxale, en fait, tous les scénarios d'apprentissage sont en train de se faire et en fait, vous les exercez les uns après les autres. Donc tous les événements que vous avez eus dans la journée précédente ou même plus tard, enfin plus tôt, pardon, et ben en fait vont travailler dans votre tête, votre cortex, en fait, votre cerveau, il va travailler intensivement pendant le sommeil paradoxal et peut-être que vous allez trouver une solution que vous n'auriez pas trouvée la veille. Donc c'est important. On est en train de comprendre les rêves. Par rapport au ruminage des pensées, donc effectivement, on en a parlé déjà plusieurs fois. Peut-être qu'on pourrait rajouter dans tous les exercices dont parlait Étienne par rapport à la question de Laurent. Ce que moi je vous conseille aussi, c'est, je le fais depuis peu, je trouve ça assez intéressant. Mais comme je travaille beaucoup sur les écrans, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, bien il y a certaines fois, il y a quand on allume son ordinateur, il y a un paysage qui apparaît. Bah, peut-être qu'on peut contempler aussi ce moment de paysage, c'est-à-dire comment on va rendre cet outil qui est quand même assez nocif au final, parce que grosse consommation d'ordinateur, d'écran, eh bien peut-être comment on va trouver des astuces à travers cet outil intéressant. Donc de faire un 3 minutes de respiration, de contemplation, comme on vient de le faire en image mentale, mais là sur une image réelle, et qu'on puisse voir tous les détails, ce qui se passe en nous, comment ça fait réagir notre corps, comment je peux aussi peut-être induire quelque chose de calme en moi à ce moment-là, paisible, me paraît intéressant. C'est Bah, c'est parfait, bien. hein. C'est parfait. On va avoir des rythmes différents, Ouais. très clairement. Je vous ai dit 7 heures pour de moyenne un adulte. C'est plutôt un minimum, en fait, qui est conseillé, 7 heures. 8 heures, 10 heures, et je vous le disais, les heures avant minuit sont vraiment beaucoup plus intéressantes. On voit des gens qui récupèrent davantage. On est fait pour se lever tôt, naturellement, et pour se coucher tôt, un petit peu, je dirais, à la lumière du lever de soleil et du coucher de soleil. Donc, ça me paraît important de retrouver ces rythmes-là. Bon, j'ai absolument pas de compétences, mais je sais que pragmatiquement, ça peut marcher. Alors peut-être Samuel, tu as peut-être une autre Oui, alors impression là-dessus, parce que je tu peux es plus rajouter parce compétent que qu'en moi. fait, il y a plusieurs choses dans cette question. Il y a non seulement le rituel que vous allez mettre en place, et Ah je oui, vous ai dit que c'était important de ritualiser cet événement, le célébrer, l'endormissement. Enfin, c'est pas. J'entends beaucoup de gens qui angoissent, et c'est normal. Tu as parlé de la mort, de Thanos, etc. Donc, je trouve ça très intéressant de dire tiens, on peut être angoissé à l'idée de s'endormir, on peut être angoissé, et c'est pour ça que des fois qu'on s'endort devant la télé parce que du coup on a l'impression de penser à autre chose. Et pareil sur la télé, je le disais avec Étienne, on était pas forcément tout à fait d'accord, mais en même temps on voulait dire la même chose, c'est que la télé c'est pas bien dans la chambre. Néanmoins, pareil que le somnifère, si vous devez passer par là pour restructurer un petit peu votre habitude et de mieux gérer vos angoisses, ben, faites la télé peut-être dans un premier temps, mais par contre, à un moment donné, il va falloir se mm. dire, je vais l'enlever. Mais pour se retrouver, et ben, les fleurs de bac, pour moi, ça fait partie de ce rituel du coucher. Si ça vous aide à vous coucher, de comme boire une boisson chaude, une tisane, enfin pour moi c'est assez intéressant. Et peut-être aussi comment ben, vous alliez avec voilà des exercices de respiration tranquillement. Ça me paraît intéressant. Et puis il y a aussi l'effet, même j'ai pas la connaissance scientifique des élixirs floraux. A priori, j'ai lu quelques études qui prouvaient cela, mais c'est pas ma partie, donc je vais pas trop m'exercer là-dedans. Néanmoins, l'effet placebo, il est réel, il est puissant. Et si ces élixirs n'avaient pas d'autre de Mhm. fonction que Je suis celui du d'accord. placebo, bah, je trouve ça génial. Ah oui, Moi, je tout à suis fait. pour les effets placebo très très souvent. Donc ces Ça, rituels, ces choses en lesquelles on croit, qui nous fait du bien, mais que la science a priori n'a pas forcément tablé dessus, statué dessus, pas de problème pour moi. Ça fait partie du jeu. à partir du moment où il n'y a pas d'effet secondaire, effectivement, et que ça a probablement un effet placebo important, et puis ça peut avoir des propriétés qu'on connaît Tout à mal, fait. parce qu'on n'a pas les moyens de faire des études correctes. Je pense qu'effectivement, ça peut vous aider. Ça fait partie, comme disait Samuel, aussi des rituels, comme par exemple de dormir dans des draps frais, de prendre effectivement une heure convenable pour dormir. Alors les écrans, là où je suis un petit peu contre, c'est simplement aussi par la lumière. Parce que C'est ça. simplement, le problème, c'est que cette lumière vous éveille. On préfère plutôt se servir dans la lumière le matin
pour effectivement vous resynchroniser pour ceux qui se réveillent trop tard. Et d'ailleurs, il y a la luminothérapie, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, qui peut être très intéressant, en particulier pour certaines dépressions saisonnières. Et il y a de plus en plus d'appareils qui se vendent, même dans le commerce, et qui peuvent être intéressants. Qui fait partie, effectivement, du problème des insomnies qui ne sont pas des insomnies d'endormissement, qui ne sont pas forcément des insomnies effectivement de réveil précoce, mais qui peuvent être aussi des insomnies de milieu de nuit. Alors je dirais 3 heures du matin, 4 heures, vous n'avez pas dormi beaucoup. Alors il y a plusieurs choses. Ce que disait Erickson à un moment donné, il disait bah, si vous n'arrivez pas à dormir, bah, vous levez, vous faites votre compta. Ok, bon, c'était un peu brutal. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas rester, et vous le savez d'ailleurs, puisque bon, il ne faut pas rester à ruminer puisque vous ne pouvez pas dormir. Bon, vous ne pouvez pas dormir, donc vous allez gamberger, vous allez travailler dans votre tête. Donc effectivement, il vaudrait mieux effectivement se réveiller et puis se mettre au calme pour faire quelque chose. Alors, tout dépend aussi de votre âge, parce qu'il y a des gens qui dorment de moins en moins. Plus on vieillit, moins on dort en quantité. Après, il n'y a pas aujourd'hui, et j'ai pourtant regardé pas mal de choses, il n'y a pas aujourd'hui de médicaments intéressants pour combler cette nuit, parce que beaucoup de gens prennent des somnifères qui naturellement ne sont pas pris au bon moment et vous vous retrouverez avec des réveils un petit peu n'importe quand, quoi. Donc je dirais, c'est un problème difficile, mais c'est un problème peut-être que quelquefois, vous pouvez aussi, j'allais dire, décaler votre horaire, et là, pour le coup, vous couchez peut-être un peu plus tard. Il faudrait voir ça avec un agenda de sommeil, c'est-à-dire voir un petit peu vos rythmes de sommeil. Ça nécessiterait probablement une consultation particulière, et vous pourriez effectivement resynchroniser votre sommeil comme ça. Ça, c'est typiquement une consultation que vous pourriez avoir, par exemple, dans un centre de sommeil ou chez un spécialiste, bien sûr. Oui, on peut le faire aussi ensemble parce qu'effectivement 5h30 c'est la limite je Oui. dirais de la préoccupation. 5h30 de sommeil coupé en 2 fois, donc 3 heures 4 heures plus 1h30 avec un réveil donc à 3 heures du matin. Donc ça vaut le coup de faire ce que propose Étienne. On peut le faire de la manière douce aussi, dans un premier temps avec nous, et puis ensuite, si c'est pas performant, de le faire avec un centre du sommeil. Donc moi, je rejoins ce qui a été dit. Je souligne ce que tu as particulièrement dit à un moment donné. Quand je me réveille, si je sens que je commence à ruminer, je me lève. Le lit, c'est fait pour dormir. Je vous l'ai déjà dit sur la première vidéo que j'ai réalisée avec vous. Fondamental, oui. C'est pas fait pour penser. Donc, je dirais que plutôt l'attitude est bonne de Joël dans votre façon de faire, et que du coup, je sens qu'aussi il va y avoir beaucoup de culpabilité, d'envie de performer, c'est-à-dire de se rendormir absolument. Non, laissez venir les choses. Ça fait partie de votre habitude aujourd'hui. Maintenant, pour changer, il faut peut-être être accompagné pour voir qu'est-ce qui agit. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est une pensée, des pensées Donc, on va voir ça ensemble. C'est vrai que c'est important, Samuel, ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui vont culpabiliser ou dire bah, je ne vais pas pouvoir m'endormir, donc fatalement ma journée va être foutue, donc je ne pourrai pas faire telle chose. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est important de prendre en charge vraiment personnellement. On ne peut pas répondre là, mais bon, on a quelques pistes. Ouais, je pense qu'on va se répéter parce que de fait, pour faire aussi ces vols internationaux, lorsqu'on va en direction des États-Unis, on arrive plutôt à s'adapter. Voilà, c'est plutôt le retour qui est compliqué. Donc là aussi, ça fait partie du jeu. Donc il faut le savoir, on ne peut pas être surhumain par rapport à ça, et quand bien on pourrait se croire surhumain, on pourrait à un moment donné mal le vivre et du coup dire tiens, comment ça se fait, d'habitude je le supporte bien, je l'entends souvent dans les discours, putain, mais avant, quand j'étais jeune, j'y arrivais mieux. Pareil, cette culpabilité, non, je pense qu'on peut y arriver à tout âge. Mais il faut apprécier ce moment. Moi, je trouve que c'est super chouette déjà de voyager. C'est une belle expérience, c'est un retour est tout à fait intéressant. Mais par contre, le retour, il y a peut-être besoin de ces fameux 24 heures, 48 heures pour revenir en forme ou retrouver une structuration. Moi, je crois que le retour, une étude avait montré que ça demandait 1 semaine pour retrouver un sommeil, je dirais, régulier dans l'autre sens.
quand on faisait un retour de décalage horaire, quand on avait subi ce décalage horaire. Donc, une semaine, donc ça veut dire que peut-être chaque jour, je vais augmenter d'1 heure cette récupération et les 7 heures au bout d'une semaine, eh bien, sont faites. Voilà mon propos. Je ne sais pas si Étienne, tu penses. Disons que oui, je suis tout à fait d'accord. Après, il y a des petits trucs. Donc, il y a plusieurs techniques, c'est-à-dire en particulier, il peut se passer que quand on arrive, par exemple, à l'ouest, les journées sont démesurées. Et en général, on peut préconiser de prendre, après une difficulté, de prendre le rythme du pays. On est obligé de toute façon, souvent parce qu'on travaille. Dans beaucoup de sociétés, en tout cas, dans les laboratoires où je travaillais, au bout d'un certain temps, ils ont compris que la première journée, souvent, n'était pas une journée efficiente de travail. Et donc en fait, qu'on faisait quelquefois des grands vols internationaux, on n'était pas pris à l'arrivée pour aller bosser. Parce que ça, j'ai des histoires horribles comme ça à raconter, où c'était pas possible, on était complètement décalé. Et puis sinon, alors, c'est un petit peu compliqué, mais on peut, et là, c'est une consultation individuelle, on peut utiliser éventuellement la mélatonine, pour le coup. C'est possible de l'utiliser pour des problèmes d'avancée de phase. Éventuellement, et on peut réfléchir à ça, ça peut être une des solutions intéressantes. Mais moi, pardon. Oui, non, mais on retrouve ce même problème. Peut-être que certains qui nous écoutent sont là-dessus, ou leur entourage sont confrontés à ça, pour des gens qui travaillent la nuit, qui ont des vraies difficultés à gérer leur sommeil. Et du coup, il y a une vigilance à avoir parce qu'il y a une usure réelle de ces personnes-là au niveau du travail et sur l'avancée en âge. On a constaté des habitudes complètement délétères au final. Donc là aussi, je trouve que c'est intéressant que l'employeur accompagne ses salariés à ce niveau-là, très clairement, parce que les salariés, gérer ça tout seul, c'est très compliqué. Et ça, voilà, enfin, on va avoir une usure professionnelle très rapide. J'insiste d'ailleurs parce que je ne veux pas non plus perturber les sociétés qui font du travail posté. Dieu sait que c'est normal qu'il y en ait. Tout à fait. Le problème, ça va être un des problèmes. Enfin, il y a beaucoup de problèmes. Comme dit Samuel, il y a des conséquences que je ne veux pas développer ici, mais à moyen et long terme qui peuvent être embêtantes pour la santé. Et le problème, c'est que ces gens-là vont récupérer difficilement souvent dans la journée parce qu'ils dormiront fatalement moins et d'un sommeil qui ne sera pas la même qualité que tout un chacun. Donc, il va falloir prendre d'extrêmes précautions pour leur retour et leur vie chez eux. Et c'est là où il faut tout réaménager, quoi, en fait, pour qu'ils puissent dormir correctement. Bon. Et l'intérêt des micro-siestes, justement, seront des bons moyens, que ce soit sur la question des jet lag, en tout cas du décalage horaire, et les questions de retrouver un rythme qui me paraît très intéressant. Parce qu'il y a deux réponses. Est-ce que c'est normal et est-ce que je peux le modifier? Est-ce que c'est normal? Si vous dormez 14 heures de sommeil, c'est vrai, pour certains, ça paraîtrait beaucoup. C'est quasiment le double d'un sommeil, j'allais dire, standard, mais il n'y a pas de sommeil standard. Le problème, c'est que vous bossez. Donc, si vous bossez, tous les matins, ça va être difficile. Donc, obligatoirement, vous mettez un réveil. Alors, ça voudrait dire, si vous voulez changer, puis-je modifier cela? Vous pouvez, mais ça va être un petit peu long. Et surtout, il faut savoir si le jeu en vend la chandelle. Donc, est-ce que vous n'êtes pas à réfléchir si au début, il ne faut pas être un peu modeste, hein, c'est-à-dire peut-être passer de 14 heures à 12 heures, par exemple. Vous n'allez pas d'un coup passer de 14 heures à 7 heures de sommeil, parce que là, vous allez complètement vous déphaser. Donc, peut-être on va changer les habitudes, on va regarder comment vous faites dans la journée, à quelle heure vous vous couchez. Je pense qu'au début, j'étudierai bien la façon dont vous dormez, puis après, progressivement, on va essayer de décaler. Mais ça ne sera pas d'un coup. Hein, j'émettrai une petite hypothèse, mais ça, je vous connais pas, Amandine, donc je peux pas certifier cela. Mais par contre, ça serait intéressant qu'on se voit, comme le dit Étienne, pour vérifier, mais pour accompagner des personnes souvent qui présentent un endormissement assez fort. C'est que le lieu l'endroit de dormir, c'est un espèce de refuge. Le moment pour s'endormir, c'est vraiment un refuge qui vous fait du bien, non seulement physiquement, mais aussi psychiquement. Bien sûr. Et que du coup, ça vaut le coup de voir qu'est-ce qu'on éviterait en fait, peut-être,
ce qu'on appelle l'évitement en psychologie, un mécanisme de défense, mais qui est pas très grave en soi, puisqu'il est plutôt adapté de s'endormir. Mais un petit peu comme les animaux, quand ils hibernent, bah, ils évitent le froid. Alors, est-ce que vous évitez le froid? Voilà, l'hiver, bah, c'est pas très grave de dormir 14 heures peut-être si ça n'a pas de conséquences dans votre vie sociale et professionnelle. Mais voilà, moi je mettrais une petite pièce quand même sur le fait que qu'est-ce qu'on veut, enfin de répondre à cette question de qu'est-ce qu'on veut éviter, parce que ça peut être une préoccupation qui va se traduire sur d'autres choses. L'endormissement, voilà, et votre esprit récupère. Hein, ce que tu as dit, Étienne, c'est le réveil finalement, il est là pour réparer les choses, et que du coup, voilà, peut-être que vous avez besoin de plus de temps pour réparer certaines choses. Donc, à voir de quoi il s'agit. Oui, ça serait Réparer intéressant. quoi, pourquoi, comment. Voilà. Maintenant, il faut aussi se convaincre, et progressivement, ça fait partie des discussions, que peut-être que 12 heures de sommeil, 11 heures de sommeil suffira justement parce que à réparer, entre guillemets, puisque C'est ça. le sommeil. Et ça serait intéressant de voir dans cette partie, quelle est votre partie de sommeil profond, de sommeil léger, etc. Oui, on pourrait réfléchir là-dessus et surtout aussi à se rappeler comment est votre journée. On n'a pas posé la question après 14 heures de sommeil. Est-ce que vous êtes très vigile ou finalement vous n'avez pas plus l'impression d'avoir bien dormi qu'avant? Donc bon, c'est effectivement intéressant, mais ne culpabilisez pas là non plus. Si vous Non. dormez 14 heures, eh ben vous dormez 14 heures. Bien sûr, tout dépend de la qualité de votre sommeil, comment vous vous réveillez effectivement et comment vous êtes dans la journée. Voilà. Bon, après, toutes ces questions sont passionnantes, qui sont véritablement des questions d'ailleurs de consultation, à vrai dire, hein, parce que elles se régleront pas en 2 secondes, bien sûr. Bon, Étienne. Écoutez, on vous remercie de toute façon. Probablement, Samuel et moi, on interviendra dans d'autres sujets, mais on pourra toujours revenir sur des questions qui sont en parallèle avec le sommeil et j'allais dire la partie diurne. Hein. OK? Voilà, oui, du coup, il y a 2 rendez-vous prochainement, respectivement sur l'ostéopathie et sur le sport, Ouais, qui c'est sont intéressant. où on va répondre de manière aussi complémentaire, hein, puisqu'on vous a dit que la démarche, elle se situait à ce niveau-là. Comment on peut, à travers différentes portes, régler une problématique. Et d'ailleurs, par rapport à l'endormissement, au sommeil, on a parlé de l'activité physique, de s'hydrater, de manger, Ah oui, oui. de la posture aussi, des douleurs qui peuvent survenir dans ces moments-là et qui sont difficilement supportables pour certaines personnes. En tout cas, c'est réparateur. Et puis ils vont parler du sommeil, ils vont parler du sommeil et de l'exercice, justement, comment faire de l'exercice, quand faire de l'exercice. Et la nutrition, c'est un domaine aussi qu'on reprendra, nutrition et sommeil. Les gens qui dorment mal, qui ont des fringales, effectivement, des problèmes de surpoids et de diabète. Donc je dirais que c'est vraiment passionnant et très intéressant de resynchroniser tout ça. Voilà. Voilà. Donc Et Mathilde remercie tout le monde d'être présent à nos webinaires de Chorus et on s'associe à ces remerciements. Merci beaucoup Véronique, merci Joël, c'est sympa de vos petits mots là. Merci Maïté. Et faire du Pilate, oui, c'est ça, oui, tout à fait, Maïté. On est tout à fait Maïté. Chez Nathalie, dès qu'il y a ça, Nathalie chez Nassol, c'est génial. Merci à tout le monde. Bonne journée. Dormez bien ce soir. Oui. Dormez mieux. Dormez mieux.